carrières, de chantiers et de désert de la place pour venir, assister à cette conférence que j'ai intitulée « Une révolution de l'imprimer, point d'interrogation, la naissance du livre moderne ». Donc j'ai rajouté un surtitre. L'expression de naissance du livre moderne, peut-être que certains d'entre vous le savent, c'est une référence à un livre d'un monsieur qui s'appelle Henri Jean Martin, qui est mort en 2007, un livre qui s'appelle, on ne le voit pas trop là, mais La naissance du livre moderne, ça a apparu, je crois, au début des années 2000. Qui était une manière plus douce de dire les choses. Henri Jean Martin a débuté sa carrière d'historien du livre en 1958, lorsqu'il a publié avec Lucien Febvre, enfin Lucien Febvre était mort juste avant, mais c'est lui qui avait conçu l'ouvrage et qui avait rédigé le plan, un livre qui s'appelait L'apparition du livre, qui était consacré à la question de l'apparition de l'imprimerie au milieu du XVe siècle. Et le titre était volontairement provocateur, parler de l'apparition du livre en faisant comme s'il n'y avait pas eu de livre au Moyen-Âge, ça a eu un peu de mal à passer. En fait, la question derrière tout ça, c'est celle de cette révolution de l'imprimerie. Les hommes de la Renaissance, les témoins des premiers développements de l'imprimerie, ont tout de suite pris conscience que cette nouvelle technologie constitue une rupture avec l'époque précédente. Dans la célèbre lettre qu'il adresse à son fils Pantagruel, Gargantua insiste sur les progrès culturels accomplis en quelques années. Les progrès qui ont permis à l'Europe de sortir des temps encore ténébreux et sentant l'infélicité et calamité des Goths qui avaient mis à destruction toute bonne littérature. Rabelais évoque ici évidemment le Moyen-Âge, qu'il oppose à son propre siècle. Maintenant, toutes disciplines sont restituées, tout le monde est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de librairies très amples. À l'origine de ce progrès des lettres et des sciences, Rabelais nomme explicitement l'imprimerie, inventée par inspiration divine, et il l'oppose d'ailleurs, c'est une opposition qui est habituelle au XVIe siècle. Donc l'imprimerie inventée par inspiration divine, comme à contre-fil l'artillerie par suggestion diabolique. Deux nouveautés de l'époque, l'une positive, l'autre négative. Donc à l'origine de ce progrès des lettres et des sciences, c'est l'imprimerie que Rabelais nomme. L'invention de l'imprimerie aurait ainsi permis de mettre fin aux ténèbres médiévales. Si je prends pour point de départ cet extrait bien connu du Pantagruel, c'est parce que Rabelais, en fait, se contente de reprendre ici un lieu commun très répandu à son époque, et qui peut nous éclairer sur la réception de l'art typographique dès la Renaissance. Dès 1470, les premiers imprimeurs installés à Paris faisaient figurer à la fin du tout premier livre sorti de leur presse un poème latin dans lequel la capitale du royaume de France est décrite comme, je cite, un nouveau soleil qui, grâce à l'imprimerie, répand sur le monde les lumières de la science. Donc dès le XVe siècle, en fait, là on est en 1470, donc dès le tout début de l'imprimerie, son avènement est décrit comme l'aube d'un jour nouveau, comme une rupture, une révolution. Cette idée va traverser les siècles et on va la retrouver chez les historiens, qui ont évidemment lu tous ces textes-là et qui s'en sont inspirés. On la retrouve en 1840, à l'occasion du jubilé des 400 ans de l'invention de l'imprimerie. Ça, c'est la statue de David d'Angers qui représente Gutenberg, qui a été placée à Strasbourg, place Gutenberg. Et on voit Gutenberg qui tient une feuille de papier sur laquelle il a marqué « Et la lumière fut ». C'est évidemment une référence au premier mot de la Bible, qui est le premier livre imprimé par Gutenberg, mais ça tend aussi à faire de l'inventeur lui-même, de Gutenberg, un démiurge, un créateur. C'est aussi par Gutenberg que la lumière est. L'invention de la typographie, en mettant un terme à l'obscurantisme médiéval, marquerait donc l'avènement des temps modernes. Il y a dans l'esprit des hommes de la Renaissance et dans l'esprit de ceux qui aujourd'hui encore s'intéressent à l'histoire, un avant et un après Gutenberg. Alors évidemment, un discours de ce type est exagérément partisan. En tout cas, on ne peut pas aujourd'hui y souscrire sans réserve, et ce sera tout l'objet de cette conférence que d'interroger cette idée de rupture par l'imprimerie. Je ne vais pas essayer ici d'évaluer les conséquences de l'imprimerie sur la société d'Ancien Régime tout entière, ça dépasserait de très loin mes compétences, mais simplement d'interroger les conséquences sociales et économiques que ça a eu sur le petit monde du livre. La question posée, finalement, elle est relativement simple. C'est celle de savoir en quoi le livre devient moderne grâce à l'imprimerie, et donc en quoi est-ce qu'il diffère du livre médiéval. Plutôt que d'analyser l'avènement de l'imprimerie comme une simple rupture, il convient en fait de comprendre pourquoi elle intervient en Europe
vers 1455. Le contexte culturel et économique de la fin du Moyen-Âge nous permet de comprendre ce phénomène. Aujourd'hui, l'imaginaire collectif associe le manuscrit médiéval à des images de monastères, dignes du nom de la rose d'Umberto Eco. Chacun se représentera un moine tonsuré, penché sur un lourd volume de parchemin, une plume à la main, éclairé par une chandelle. Ces images, pour pittoresques et évocatrices qu'elles soient, ne correspondent en fait plus à ce qu'est véritablement le monde du livre en Occident à la fin du Moyen-Âge. Au milieu du XVe siècle, les bibliothèques des monastères ne constituent plus les centres importants d'activité intellectuelle en Europe. Désormais, ce ne sont plus les couvents, mais les universités qui constituent les principaux réservoirs de lecteurs et de producteurs de livres. Lorsqu'apparaît l'imprimerie, on compte plus d'une soixantaine d'universités dans toute l'Europe, qui accueillent plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. À tous ces étudiants, il faut évidemment du papier, de l'encre, des plumes, mais il faut également des livres. Bien avant l'invention de la typographie, les principales villes européennes accueillent donc de nombreux libraires, installés à proximité des collèges où logent les étudiants. Bien avant l'avènement de l'imprimerie, le livre n'est donc déjà plus un objet sanctuarisé, comme pouvait l'être le manuscrit monastique. Le livre est devenu laïque, il a envahi la ville, il circule, il est devenu un produit d'échange, généralement doté d'une importante valeur marchande. À la fin du XIVe siècle, au moment où Gutenberg naît, on produit en Europe 5 fois plus de manuscrits qu'on ne le faisait 3 siècles plus tôt. Cet accroissement de la masse de l'écrit est rendu possible par la diffusion en Europe depuis la fin du XIIIe siècle du papier. Une technologie originaire de Chine est passée en Occident par l'intermédiaire des Arabes. Le papier constitue un support beaucoup moins noble que le parchemin, il est beaucoup plus fragile, mais il est également beaucoup moins cher. On considère qu'à surface égale, une feuille de papier coûte 10 fois moins cher qu'une peau de parchemin. Dans ces conditions, ça c'est valable au XVIe siècle. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'usage du papier se soit diffusé très rapidement en Occident. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'avant même l'invention de l'imprimerie, on a déjà une forte augmentation de la production de livres et une forte augmentation de la demande. L'Europe occidentale est déjà pleine de livres. Des livres moins précieux qu'auparavant, destinés aux étudiants, ils sont généralement dépourvus d'enluminure, ils sont copiés sur un papier avec moins d'applications que dans les siècles précédents. Mais ce qui compte ici, c'est le poids du nombre. L'Europe compte infiniment plus de lecteurs en 1450 qu'elle ne pouvait en compter 2 siècles auparavant. Et si l'imprimerie apparaît à ce moment-là, c'est parce que l'Europe lettrée ressent depuis le début du XVe siècle un véritable besoin de livres. Remarquons par ailleurs que bien avant Gutenberg, l'Europe connaît déjà certaines formes d'imprimerie. Depuis l'Antiquité, les artisans savent comment reproduire un motif sur un support au moyen d'une planche gravée en relief et recouverte d'encre ou de peinture. Alors, j'ai des images qui n'ont rien à voir avec l'Occident, mais comme c'est des techniques de gravure et d'impression qui sont encore utilisées en Extrême-Orient, j'ai trouvé ça qui montre bien de quoi on parle. La xylographie, c'est la gravure en relief sur une planche de bois, d'une matrice. On va ensuite recouvrir d'encre, sur laquelle on va venir plaquer une feuille de papier, on va frotter avec ce qu'on appelle un frotton. Ici, un barème, en japonais, on dit un barème, mais on avait l'équivalent qui existait en Europe à la fin du Moyen-Âge. Et on peut comme ça reproduire à l'identique un certain nombre d'objets. Donc on avait déjà, au moins depuis le début du XIVe siècle en Europe, des techniques d'impression qui existent, avec lesquelles on avait une production de cartes à jouer et d'images pures extrêmement nombreuses. Et aussi, à la fin du XIVe siècle, des petits livrets constitués de suites de planches gravées, imprimées comme ça à la main, rassemblant plusieurs pages cousues ensemble. Ces livrets comportent bien souvent du texte, c'est le cas ici, qui est gravé autour de l'image. Les petits livres de ce type étaient évidemment extrêmement fragiles et ont très mal traversé les siècles. Ils sont devenus extrêmement rares dans nos bibliothèques. Mais tout porte à croire que dans certaines zones d'Allemagne, comme par hasard, notamment en Rhénanie, la production de ces livres gravés sur bois a été massive. Et tout porte à croire que leur diffusion a bénéficié de circuits commerciaux qui étaient déjà en place, et il est fort probable que les livres imprimés aient suivi ensuite les mêmes chemins. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Gutenberg n'est pas un Deus ex machina. Il n'apparaît pas comme un météore au milieu d'un ciel vide. On peut avoir tendance à dire, si vous lisez ce qui s'est écrit au XIXe siècle sur Gutenberg, vous avez vraiment cette image-là. Non. L'imprimerie naît en Europe vers 1455 parce que c'est la première fois que les conditions économiques et culturelles rendent possible et même souhaitable une telle innovation. Gutenberg, originaire de Mayence, issu d'une famille de patriciens, il a un passé d'ingénieur.
Je ne rentre pas dans le détail, mais on le voit à Strasbourg dès les années 1430, s'essayer à des techniques de polissage de pierre et de fabrication de miroirs métalliques. C'est quelqu'un qui a travaillé le métal. On pense que c'est à Strasbourg qu'il a commencé à réfléchir à son invention, à l'invention de la typographie. Mais c'est à Mayence, où il est retourné en 1448, qu'il a mis au point son invention. Pour ce faire, il a eu besoin d'importants capitaux. Il a donc contracté plusieurs emprunts auprès d'un autre patricien mayençais, Johann Fust, ici à droite. Fust avec lequel il a fini par s'associer. Fust et Gutenberg ont donc mis en œuvre l'impression d'une grande Bible, la Bible à 42 lignes, c'est ce livre-là, qui paraît finalement à la fin de l'année 1454. Après cette publication, très rapidement, des tensions sont apparues entre les deux associés, qui ont fini par se séparer. Chacun d'eux a monté sa propre entreprise. L'atelier de Fust a prospéré. Il a continué son atelier tourne encore au début du XVIIe siècle. Tandis que celui de Gutenberg a fait faillite dès 1458. L'inventeur mourra 10 ans plus tard, ruiné, mais protégé par l'archevêque de Mayence qui l'a anobli en remerciement, en récompense de son invention. Gutenberg n'a donc pas fait fortune et il s'est contenté de regarder les autres faire prospérer son invention et faire des bénéfices parfois confortables grâce à elle. En quoi ça consiste précisément l'invention de la typographie? Vous vous souvenez de la xylographie, l'idée d'utiliser une planche de bois pour imprimer. On est là en présence de quelque chose de très différent. La grande nouveauté introduite par Gutenberg, ce n'est pas tellement la question de la mise au point d'une presse à imprimer, ni même le fait d'utiliser des caractères mobiles. Les caractères mobiles, on peut les avoir en bois. Son idée brillante, c'est de parvenir à reproduire à l'identique des caractères en relief de façon extrêmement facile. Pour fabriquer un caractère typographique, on commence par tailler un poinçon en acier, sur lequel on fait apparaître en relief la forme d'une lettre. Voici un poinçon que vous avez à l'écran. On va ensuite tremper la pointe de ce poinçon pour la durcir, et on va l'utiliser pour frapper un petit lingot de cuivre sur lequel la lettre va être reproduite à l'endroit et en creux. Vous aviez un poinçon où la lettre était à l'envers et en relief. Vous avez ici une matrice où la lettre est à l'endroit et en creux. C'est cette matrice qu'on va mettre au fond d'un moule. Bon, je ne rentre pas dans le détail du moule, qui est l'une des inventions les plus complexes qu'on attribue à Gutenberg. On va mettre cette matrice au fond d'un moule, dans lequel on va ensuite verser un alliage, principalement composé de plomb, en gros 80%, d'étain 15% et d'antimoine 5%. L'antimoine, c'est pour la durée. Le métal en fusion va se répandre dans le moule, dans la matrice, qui va lui donner sa forme définie. Une fois fondu, les caractères d'imprimerie sont rangés dans une casse. Bon, voilà. Ici, vous avez le moule vu d'en bas. On a enlevé la matrice, vous avez la lettre qui est fondue. Ici, une petite image qui récapitule tout. On grave un poinçon, on frappe une matrice. Je ne rentre pas dans le détail sur la justification de la matrice. On obtient un caractère. Et ici, le moule il est schématisé. Les caractères, une fois qu'on les obtient, on les range dans une casse. Donc une casse, c'est ce que vous voyez là, c'est une espèce de tiroir divisé en petits compartiments. La casse a un plan, les caractères ils sont rangés selon un ordre qui n'est pas exactement l'ordre alphabétique. Pour composer son texte, le typographe prend les caractères les uns après les autres, les aligne dans ce qu'on appelle un composteur. Il va déposer ces lignes les unes après les autres dans une galette jusqu'à composer le texte de la page. Il peut ensuite procéder à quelques remaniements, des corrections, comme on le voit à l'écran ici. Une fois qu'il a composé toutes les pages pour imprimer un même côté de feuille, il va les mettre dans un châssis. Et c'est cette forme à imprimer qu'on va placer sur une presse. Ici, vous avez une presse du début du XVIIe siècle qui est conservée à Anvers, au musée Plantin-Montréal-Plus. La forme, avec les caractères, elle est placée là. Voici une des planches de l'encyclopédie, c'est un livre que vous trouvez exposé au début de l'exposition dans l'entrée de la bibliothèque. La forme va être placée ici. On vient placer une feuille de papier humide sur le tympan ici. On replie la frisquette qui va venir protéger les marges. On replie le tympan sur la forme. On tourne une manivelle pour emmener le tout sous la platine. Voilà. On tire sur le barreau pour abaisser la platine. Et c'est comme ça qu'on imprime le texte. Invention géniale parce que, en gravant une seule forme, vous gravez un poinçon, vous pouvez frapper plusieurs centaines de matrices si vous y prenez avec un peu de soin et vous ne tapez pas comme une brute.
Et dans chacune de ces matrices, vous pouvez fondre des dizaines de milliers de caractères identiques. Donc en ayant gravé une seule fois une forme, vous pouvez obtenir des milliards de caractères identiques. Bon, cela dit, on décrit souvent Gutenberg comme un génie, le terme n'est pas tout à fait approprié. Enfin, c'est un terme que les historiens un peu sérieux ont tendance à fuir. Gutenberg, c'est un ingénieur. En réalité, il n'a pas inventé grand-chose. La gravure d'un poinçon, c'est quelque chose que tous les orfèvres connaissent depuis l'Antiquité. C'est des choses qui existent. L'idée d'utiliser un poinçon rigide en acier pour frapper sur du cuivre, ça, on savait le faire. La presse, c'est pas compliqué. L'idée d'utiliser un mouvement horizontal pour ensuite le convertir en mouvement vertical, on fait du vin depuis l'Antiquité, on sait le faire. Des presses à relier, des presses à vin, il y en a partout. Les techniques de matrice, ça existe. Le travail du métal, je ne rentre pas dans le détail, mais le travail du métal est d'ailleurs à cette époque-là largement, c'est l'un des domaines en expansion, c'est exactement au même moment qu'on invente l'artillerie, c'est exactement au même moment qu'on perfectionne l'horlogerie. Donc en fait, Gutenberg n'a pas inventé des techniques nouvelles à proprement parler. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis bout à bout des techniques empruntées à des champs différents pour créer une chaîne de travail, une chaîne de production qui, elle, est complètement originale et qui constitue en elle-même une véritable révolution technologique. Il a fait la synthèse de choses qui existaient et qui étaient dispersées par là. Il a commencé, associé avec Fuchs, il a commencé par imprimer, on suppose en tout cas, un certain nombre d'essais, comme ça, des feuilles, tantôt sur parchemin, tantôt sur papier, notamment des indulgences, qui sont des espèces de formulaires, on va dire administratifs, le terme n'est pas du tout juste, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails sur ce que sont les indulgences au XVe et XVIe. Mais vous voyez des textes qui étaient destinés à être distribués aux bourgeois de Mayence et dans lesquels vous avez des parties réservées en blanc qui permettaient de mettre le nom du bénéficiaire, la date, des sommes de monnaie, mais le texte en lui-même, qui est toujours unique, était reproduit par les secondes. Le premier livre, véritablement, qu'on connaît, c'est cette Bible à 42 lignes dont j'ai déjà parlé. Alors on l'appelle Bible à 42 lignes parce qu'elle a 42 lignes par page, c'est pas la peine de les compter ici, parce qu'en fait, petite subtilité, les premiers cahiers ont, je crois, 38 lignes par page, donc là vous en avez 38, parce qu'un jour quelqu'un a compté pendant la conférence qui a fait que j'ai pu m'expliquer. Non, il n'y a pas 42 lignes par page ici, mais c'est quand même la Bible à 42 lignes. Le plus ancien témoignage connu sur ce livre, c'est celui d'un humaniste italien, Enea Silvio Piccolomini, le futur pape Pie II, qui adresse le 12 mars 1455 une lettre au cardinal Juan de Castrajal, dans laquelle Piccolomini donc explique: je n'ai pas vu de Bible complète, mais un certain nombre de cahiers de 5 feuilles de différents livres de la Bible, d'une écriture très nette et très correcte. Nulle part faut-il que ta dignité aurait lu sans peine et sans lunettes. Par plusieurs témoins, j'ai appris que 158 volumes étaient finis, quoique d'autres assurent qu'il s'agit de 180. Du nombre, je ne suis pas complètement sûr. Sur l'achèvement des volumes, si on peut se fier aux gens, je n'ai aucun doute. Ce témoignage, il est extrêmement précieux. Il est très connu, il est très précieux. Il permet de dater approximativement la publication de la Bible à 42 lignes. On sait, grâce à cette lettre, que l'impression est achevée avant le mois de mars 1455, puisqu'elle est déjà vendue à la foire de Francfort. Piccolomini nous donne également une idée précise du tirage. Il hésite entre 158 et 180. Il est plus probable que ça ait été 180 et 130. En tout cas, c'est pas 2000. C'est pas 30 nombres. Remarquons par ailleurs que si Piccolomini insiste sur la netteté de l'écriture et sur la correction du texte, il n'indique jamais explicitement qu'il s'agit d'un livre imprimé. Il n'ignore sans doute pas que le livre a été produit par des moyens mécaniques, mais il n'a pas l'idée de parler d'un livre imprimé. Tout simplement sans doute parce que le mot n'existe pas encore dans son vocabulaire. L'imprimerie n'existe pas en tant que telle dans son esprit. Un livre est un livre. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le livre médiéval qu'on connaît, manuscrit, et la Bible. Je reviendrai sur cette question, la Bible à 42 lignes. Je reviendrai sur cette question. La typographie va rencontrer un succès fulgurant. Rapidement, les presses s'implantent partout en Europe. En 1459, donc 4 ans après la publication de la Bible à 42 lignes, un dénommé Johann Mendelin, qui avait probablement travaillé auparavant dans l'atelier de Gutenberg, s'installe à Strasbourg, où il imprime une grande Bible latine. En 1461, un dénommé Albert Pfister s'installe dans la ville de Bamberg, où il publie plusieurs ouvrages. À partir du milieu des années 1460, les ateliers d'imprimerie se multiplient.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3 villes connaissent l'imprimerie en 1461. 10-15 ans plus tard, non pardon, 10 ans plus tard, 15 villes d'Europe accueillent des imprimeurs. Donc 3 en 1461, 15 en 1470. Et le rythme de diffusion s'accélère encore. En 1480, 72 cités d'Europe connaissent l'art typographique et elles seront près d'une centaine à la fin du XVe siècle. Ainsi, l'Italie découvre l'imprimerie en 1465, lorsque 2 typographes s'installent au couvent de Subiaco près de Rome. Les 2 imprimeurs italiens se nomment Arnold Svanheim et Konrad Panartz, noms qui n'ont pas de consonance typiquement latine. Situation identique à Paris, en 1470, lorsque 3 typographes sont appelés pour exercer leur métier dans les locaux de la Sorbonne. Les premiers imprimeurs français s'appellent Ulrich Gehring, Martin Krantz et Michael Freibrucker. Dans toute l'Europe, on va constater le même phénomène. Partout, ce sont des imprimeurs allemands qui vont apporter leur savoir-faire. Ici, vous avez le colophon d'un missel imprimé à Tolède en 1500, donc on est au milieu de l'Espagne. Et il est imprimé Per Magistrum Petrum Hagenbach Alemannum, donc par maître Pierre Hagenbach, allemand. L'universitaire parisien Robert Gaguin décrit bien la situation en 1472 lorsqu'il évoque, je cite, cette nouvelle espèce de libraire, sortie de Germanie comme des flancs d'un cheval de Troie pour se répandre sur tous les points du monde civilisé. L'image est assez parlante, je trouve. Progressivement émergent différents centres éditoriaux particulièrement actifs. Venise apparaît très tôt comme une ville du livre de premier plan. Paris gagne en importance à la fin du XVe siècle jusqu'à devenir la principale ville d'imprimerie en Europe. Parmi les autres centres éditoriaux au XVe siècle, on peut mentionner par ordre d'importance Rome, Cologne, Lyon, Leipzig, Strasbourg, Milan, Augsbourg et Florence. En l'état actuel des recherches bibliographiques, on a pu répertorier un de 26 300 parenthèses, puisque tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un incunable. On appelle, c'est une convention d'historiens, on appelle incunable tous les livres imprimés au XVe siècle, avant le premier jour de l'année 1501, parce que l'année 1500 c'est encore le XVe siècle. C'est une convention. Incunabula, c'est le verso en latin. Donc 26 300 éditions incunables répertoriées. Si on admet un tirage moyen de 400 exemplaires, et encore c'est un chiffre qui est très largement sous-estimé, enfin c'est une fourchette basse en tout cas, on obtient le chiffre vertigineux de 10 500 000 exemplaires mis en circulation à travers toute l'Europe. Et encore une fois, c'est sans doute un chiffre qui est très largement sous-estimé par rapport à la production réelle. En tout cas, 10 500 000 exemplaires mis en circulation en moins de 50 ans, c'est très largement supérieur à l'intégralité de la production manuscrite médiévale, et de très peu. Un tel chiffre permet de mesurer l'énorme succès qu'a rencontré l'invention du synthèse. Mais pour absorber une telle quantité de livres, il faut que se mettent en place des structures commerciales adéquates. Et ça a été un vrai problème, parce que, notamment en Italie du Nord, beaucoup de gens vont s'installer comme imprimeurs dans les années 1480, dans les années 1470 en fait. Et en 1480, on a la première crise économique de l'imprimerie en Italie du Nord, où les 3/4 des ateliers ferment, parce qu'en fait, ils se sont tous mis à publier des livres, ils se sont tous mis à faire les livres qui se vendaient, et donc ils se sont tous concurrencés les uns les autres, ils se retrouvent avec des stocks de livres considérables. Il n'empêche que progressivement, les structures commerciales adéquates vont se mettre en place. Le succès immédiat de la typographie s'explique par sa redoutable efficacité. La fonte des caractères et la composition constituent des opérations extrêmement lentes, beaucoup plus lentes en tout cas que l'écriture manuelle. Elles sont très coûteuses jusqu'au XIXe siècle. Mais ces coûts importants sont largement compensés par la rapidité avec laquelle s'effectue le tirage. On ne dispose d'aucun chiffre permettant d'évaluer les rendements des presses typographiques au XVe siècle. Nos sources les plus récentes ne sont pas antérieures au milieu du XVIe siècle. En revanche, on a plusieurs documents pour la seconde moitié du XVIe siècle qui nous donnent des idées du rendement à cette époque. Ainsi, dans les remontrances qu'ils adressent à leur patron en 1572, les compagnons parisiens indiquent qu'ils sont astreints à rendre chaque jour 2650 feuilles recto verso par presse. Ceux de Lyon, 3350 feuilles. À Francfort, les rendements exigés par les patrons en 1563 sont de 3250 feuilles par jour, et le chiffre grimpe même jusqu'à 3600 feuilles en 1598. Ça veut dire que 2 ouvriers qui travaillent à la presse impriment en moyenne une feuille toutes les 15 à 20 secondes. De ce fait, les imprimeurs peuvent procéder à des tirages très élevés.
Le chiffre moyen constaté au XVIe siècle se situe entre 1000 et 1500 exemplaires pour une même édition. Des tirages de 2000 exemplaires sont très fréquents. Et pour les pièces très demandées, des almanachs, des pamphlets religieux, les tirages peuvent être encore plus élevés. On peut parfois atteindre la dizaine de milliers d'exemplaires. C'est des cas qui arrivent. Ces chiffres montrent bien qu'un siècle après l'invention de l'imprimerie, la typographie est devenue une véritable industrie. Le livre imprimé constitue l'un des premiers objets manufacturés produits en série en Occident par des moyens mécaniques. Le livre est donc désormais une marchandise. Ça, c'est le petit clin d'œil encore une fois à Henri Jean Martin, puisque c'est le titre d'un chapitre de ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle L'apparition du livre. Le livre donc circule avec d'autres produits d'échange à travers toute l'Europe sur des voies commerciales en place depuis le Moyen-Âge. Des convois entiers de chariots sillonnent le continent, transportant draperies, vins et balles de livres. Ça, c'est une carte dressée par un collègue qui s'appelle Malcolm Walsby, qui montre le réseau des libraires avant 1600. Ce n'est pas le réseau des imprimeurs. Des villes d'imprimerie, il y en a beaucoup moins, mais des libraires, il y en a partout. Notamment, des villes d'imprimerie, il n'y en a aucune dans le grand sud-ouest des libraires, il y en a pas. Les livres qui circulent dans des tonneaux ou dans des balles. Ça, c'est une gravure allemande qui montre la mise en balle des livres. Vous voyez, ils sont couverts, enfin, des livres et des autres marchandises. Le livre voyage comme les autres marchandises. Donc, on met de la toile cirée, goudronnée, on ferme avec des cordes. On utilise aussi des tonneaux qu'on marque avec des marques qui sont propres aux libraires. Ce sont les mêmes marques qu'on retrouvera sur la page des livres après. Ça, j'en parlerai dans un instant. Mise en tonneau, comme on le voit ici dans un manuscrit de Nuremberg 1543, où le libraire dispose facilement ses livres dans un tonneau. Pourquoi un tonneau? Parce que si le tonneau empêche les liquides de sortir, il les empêche aussi d'entrer. Donc c'est très pratique. Notamment quand vous faites voyager vos livres par bateau à fond de cale, s'il y a un peu d'eau dans la cale du navire, si vous livrez dans un tonneau, il craint rien. Dans ce commerce, une ville comme Lyon joue un rôle important. À mi-chemin entre l'Italie et l'Allemagne, la cité rhodanienne accueille les nouveautés produites notamment par les imprimeurs italiens. Lyon, c'est vraiment la ville par laquelle transitent toutes les nouveautés italiennes qui arrivent en France. Les marchands lyonnais sont d'ailleurs les premiers à établir des contacts avec l'Espagne. Ça semble un peu bizarre comme ça, mais c'est eux. Tout au long du XVIe siècle, les libraires lyonnais vont tenir en fait le commerce de livres dans la péninsule espagnole. Les livres partent de Lyon jusqu'à la Loire, ils descendent de la Loire jusqu'à Nantes, ils prennent le bateau, ils vont en France. Ils passent par voie de terre, par les Pyrénées, on a aussi via Avignon et Toulouse, on a aussi des choses qui viennent. Comme les autres marchandises, le livre s'échange sur les principales foires européennes. Ces fêtes commerciales, qui se tiennent périodiquement dans quelques grandes cités comme Lyon, Leipzig, Cologne ou Francfort, sont vraiment des espaces importants pour le commerce en Europe. Les libraires s'y rendent chaque année pour présenter leurs nouveautés, voire plusieurs fois par an, puisque c'est en général semestriel ou trimestriel. Ils viennent donc présenter leurs nouveautés, ils découvrent celles de leurs confrères, ils passent des commandes en tout genre. Ces foires donnent lieu à la publication de livres d'un nouveau genre, les catalogues d'éditeurs. À l'occasion de la foire de Francfort en 1563, on imprime par exemple la liste de toutes les nouveautés présentées par les libraires. C'est très bien classé, vous avez même des index thématiques où on vous indique livre catholique, livre protestant, le même libraire vend les deux. Ça pose de problème à personne, à Francfort en tout cas. Pour faire face aux coûts parfois exorbitants qu'impose l'impression des livres, imprimeurs et libraires s'associent fréquemment les uns avec les autres. Un imprimeur prend en charge la totalité du travail typographique, tandis que plusieurs libraires participent à l'achat des rames de papier. C'est ça le principal poste de dépense dans une imprimerie, c'est l'achat du papier. Ou à la fonte des nouveaux caractères. Lorsqu'on est confronté à une édition de la Renaissance, il convient donc, et c'est valable jusqu'au XIXe siècle en fait, il convient donc toujours de bien distinguer l'imprimeur, celui qui fait rouler ses presses, du libraire, celui qui paye pour une édition et qui peut lui aussi faire figurer sa marque ou son nom sur la page de titre. Ici, vous avez une page de titre d'un livre imprimé à Paris pour le compte d'un libraire qui s'appelle Jean Petit. Yoann Parvaux, là c'est Jean Petit. Jean Petit, ici on a sa marque. Jean Petit est un libraire. C'est un fils de boucher, petit-fils de boucher, très riche. C'est lui qui publie, il publie entre 1490 et 1530, 10% de la production parisienne à lui tout seul. Et bien Jean Petit, il n'a jamais possédé une presse à imprimer. Il se contente de payer les imprimeurs pour faire fabriquer les livres, il met sa marque, il met son adresse et il commercialise. Des libraires qui, comme Jean Petit, investissent dans les livres, vont bien sûr faire des bénéfices conséquents. Il leur faut donc défendre leurs droits, notamment contre les imitateurs qui s'adonnent à la contrefaçon. On voit ainsi se mettre en place le système du privilège.
On est à une époque où la propriété intellectuelle n'existe pas. Si un texte vous plaît, vous le recopiez, et s'il vous plaît vraiment, vous pouvez le diffuser, vous le faites imprimer, ça pose de problème à personne. Il y a quand même une chose qui se met en place à partir des années 1520, c'est le privilège. Le privilège, c'est accordé par le roi ou par le Parlement. Il a une durée limitée, et c'est en fait un monopole qui autorise un libraire ou un auteur à commercialiser un livre, et qui en tout cas punit les contrefacteurs. Vous avez ici un privilège qui est accordé à un traducteur, par les lettres patentes du roi données à l'affaire le 11e octobre 1538. Il est ordonné et permis à maître Antoine Macquot, secrétaire et valet de chambre ordinaire du roi, de faire imprimer durant l'espace étant de 6 ans, par tel imprimeur que bon lui semblera, les apophthegmes d'Érasme par lui traduits et présentés au XVIIe. Au moyen de quoi sont faites inhibition et défense en vertu des dites lettres de privilège à tout libraire et imprimeur de ne faire imprimer ni exposer en vente le dit livre jusque à 6 ans, sur peine de confiscation et d'amende arbitraire. Donc vous avez ici un traducteur, Antoine Macquot, qui obtient un privilège, un monopole pour 6 ans sur les ventes de son livre dans le royaume de France, puisque c'est accordé par le roi, ce n'est donc valable que dans le royaume de France. Les contrefacteurs italiens ou espagnols ou flamands, ils font ce qu'ils veulent, et ils s'en priveront d'ailleurs. Mais c'est quand même là l'ancêtre du copyright. La mise en place de ces différentes structures économiques qui incontestablement modernisent le marché du livre ne suffit pas à expliquer en quoi le livre devient lui-même moderne. Parce que tout ça, ça concerne des ouvrages, mais la forme même des livres n'a pas forcément évolué. Donc pour répondre à la question que je posais dans le titre de cette communication, il faut se tourner vers les livres eux-mêmes et regarder exactement à quoi ils ressemblent. On va faire d'abord un court détour par la technique. J'ai résumé un peu brièvement au début la manière d'imprimer un livre. Il faut bien se rendre compte que les techniques d'imprimerie qu'on expose, qui sont les mêmes, qui ne vont pas évoluer entre le début du XVIe siècle et le début du XIXe siècle, souvent on a tendance à présenter ça comme un système rationnel. En fait, il n'en est rien. On est dans de l'artisanat, avec tout ce que ça suppose d'efficacité, mais aussi de problèmes. On va voir qu'il y a un certain nombre de problèmes techniques. Et voici un petit florilège. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais il faut savoir que les pages d'un livre ne sont pas imprimées dans le bon ordre. Un livre, c'est une suite de cahiers. C'est donc des feuilles recto-verso qui sont pliées, plus ou moins, en fonction du format que vous voulez donner à vos livres. Et c'est une feuille qui est un cahier. Et vous empilez les cahiers, vous les posez ensemble, vous obtenez un livre. Ça suppose, pour imprimer les livres, enfin les cahiers, donc ça veut dire que vous imprimez la première page et la dernière page d'un cahier en même temps, sur le même côté de feuille. Ça suppose évidemment de calibrer le texte, de le découper. Si vous voulez faire tourner plusieurs presses en même temps sur le même livre, pour gagner du temps, ça suppose que vous avez plusieurs compositeurs qui ont chacun calibré, enfin qui ont chacun des morceaux du texte, en fonction de ce que vous voulez mettre sur tel côté de feuille. Ce calibrage du texte, c'est une opération très importante pour l'imprimerie parce que c'est ce qui garantit la bonne forme de l'ouvrage. Des fois, ils se trompent. Ici, c'est le cas d'un livre où les imprimeurs ont mal calibré le texte, ils se sont retrouvés avec trop peu de texte pour trop de feuillets, trop de pages. La mise en page de tout le livre, c'est ça, des colonnes avec une largeur déjà pas très large, mais quand même. Et puis, à un moment, dans cet ouvrage, c'est un Nouveau Testament imprimé à Lyon en 1480, je crois, ou 76, je ne sais plus. Un moment, dans le livre, on a un cahier où on se retrouve avec des colonnes extrêmement étroites. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, le compositeur s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de texte pour finir son cahier. Donc, il avait le choix, soit il faisait des pages normales et puis il enlevait les feuillets blancs, mais ça fait du travail, c'est plus compliqué. Soit il ne s'embête pas, il réduit la mise en page et puis il met plus de texte sur la même surface. Quand c'est dans ce sens-là, c'est pas trop grave. Pour le lecteur, c'est un peu déconcertant, mais bon, c'est pas trop grave. Le problème, c'est quand vous avez trop de texte pour plus assez de place. Et très souvent, à la fin des pages, vous vous retrouvez avec une multiplication des abréviations. Alors il faut être un peu latiniste ici, mais tous les tildes, c'est des abréviations. Ici, c'est pantum. Donc il y a le N et le M qui sont abréviés. Le petit 9 en exposant, c'est l'abréviation du ous, prius, salus. Toutes les lettres barrées, c'est des abréviations aussi. Si vous ne connaissez pas bien le système abréviatif latin, dans ce genre de fin de page là,
où le compositeur s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas atteindre la fin de sa page sans condenser un peu le texte, vous avez des difficultés pour le lire. Mais ça, c'est extrêmement fréquent, que le compositeur se rende compte qu'il n'a pas mis assez de... Enfin, qu'il a pris trop de temps. Autre type d'imperfection qu'on rencontre souvent dans les livres de la Renaissance, notamment dans les incunables, ce qu'on appelle des impressions aveugles ou empreintes sèches. C'est ce genre de choses. Normalement, quand le texte n'occupe pas toute la surface de la page, donc vous avez une demi-page blanche, on cale avec des matériels en bois, mais il arrive que ces matériels-là viennent à manquer. Auquel cas, on cale avec ce qu'on a sous la main, le plus souvent des bouts de texte ou des grosses lettres en gras. Ici, c'est des grosses majuscules qui sont alignées comme ça et qui n'ont aucun sens. Ça, c'est ce qu'on appelle une impression aveugle, et ça n'a aucune importance pour le texte. Donc vous avez en fait l'impression vous avez le foulage des caractères, c'est-à-dire que l'impression se fait en relief, mais il n'y a pas d'encre. Ça ne pose pas de problème à l'imprimeur que ça ne dérange pas de commercialiser un livre comme ça. Il faut le savoir parce que si vous tombez sur une impression aveugle dans un livre qui parle d'astrologie, par exemple, et que vous avez des lecteurs qui s'intéressent à l'astrologie et qui ne connaissent pas ces questions techniques d'imprimerie, vous pouvez trouver, ça peut donner lieu à des interprétations un peu bizarres, du type texte caché. Qu'est-ce que l'imprimeur a voulu dire? Non, il n'a rien voulu dire, c'est juste qu'il fallait qu'il cale ses caractères et que c'était plus commun. Donc ça, c'est technique, il n'y a pas de sens particulier à donner. Correction. Normalement, on corrige avant d'imprimer, mais ça arrive qu'il y ait des coquilles. Ici, un alexandrin qui devait... C'est pas un alexandrin. C'est quoi, ça doit être une octosyllabe. Je viens pour chanter. Bon, s'il manque un verre, on se débrouille pour corriger après. Donc là, on découpe un petit peu de papier, puis on vient coller. Tous les exemplaires ont ce petit papillon qui corrige les vers de Ronsard dans une édition originale. On a ce genre de choses. Des erreurs d'impression corrigées à la main, je ne rentre pas dans le détail, mais les cahiers sont signés alphabétiquement. Ici, on est dans le cahier L, mais il y avait marqué M, donc ils y sont allés à la main pour corriger, etc. Ce genre de choses arrivent très fréquemment dans le livre de la Renaissance, parce que même si c'est une technologie extrêmement efficace, ça reste de l'artisanat et tout est possible. Donc il faut absolument se garder d'y voir du systématisme. Non, ce n'est pas des systèmes qui sont toujours très au point. Il y a plein de ratés. Regardons maintenant la forme de ces ouvrages. Gutenberg, il met au point une technologie nouvelle. Il invente l'imprimerie. Mais il n'a pas inventé un nouveau type de livre. Je m'explique. Gutenberg, il s'est contenté de reproduire la forme et l'aspect des livres tels qu'il les connaît à son époque. Voici une page de la Bible à 42 lignes, un exemplaire qui vient de la bibliothèque de Göttingen. Regardons les caractères de cette Bible. Ce sont de grandes lettres, extrêmement grasses, très noires, de l'écriture gothique la plus raide qui existe, celle qu'on appelle la gothique textura. C'est une écriture directement imitée des pratiques manuscrites. C'est l'écriture typique des livres de chœur utilisés pour la liturgie. Elle est utilisée très fréquemment en Europe depuis le XIIIe siècle. La mise en page de cette Bible, elle est également imitée du manuscrit. Le texte est réparti sur 2 colonnes, c'est un livre de grand format, donc on répartit le texte sur 2 colonnes. Il ne comporte pas de lettrine imprimée. À chaque début de paragraphe, on a laissé un petit carré blanc, comme le faisaient les copistes qui se contentaient d'écrire le texte à l'encre noire, en laissant la place pour qu'un enlumineur vienne rajouter les lettrines. Et c'est ce qui s'est passé. L'atelier de Gutenberg a laissé en blanc toutes les lettrines, tout ce qui devait être orné, et c'est ensuite les propriétaires du livre qui étaient appelés à faire enluminer ou rubriquer, on appelle rubriquer, leur manuscrit. Ce qui est en rouge aussi, ça a été fait à la main, ça c'est manuscrit. Tous les petits, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais tous les petits surlignements en rouge sur certaines lettres, toute la rubrication, elle est faite à la main. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 exemplaires identiques de la Bible à 42 lignes. Le texte imprimé c'est le même, mais toute l'ornementation est différente d'un exemplaire à l'autre, puisque c'est le propriétaire du livre qui, en fonction de ses moyens et de ses goûts, faisait rubriquer, et des artisans qu'il avait sous la main, faisaient orner son livre. Donc ici vous avez 3 exemplaires
de la Bible à 42 000, les deux de gauche sont à Londres, celui de droite est à Göttingen, qui ont 3 types d'ornementation très différentes. Vous avez tous ces phénomènes que je décris là sont assez bien montrés dans l'exposition, si vous voulez jeter un œil en part. Donc Gutenberg, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fabrique pas du livre imprimé au sens où on l'entend, il ne fabrique pas du livre moderne, il fabrique le livre médiéval, comme il le connaît, tel qu'il le connaît. Et ses successeurs ne vont pas se comporter différemment. De manière générale, le manuscrit va dominer la production imprimée pendant plusieurs dizaines d'années après l'invention de l'imprimerie. Les caractères typographiques donc reproduisent l'écriture médiévale. J'ai parlé de la Gothic Textura de Gutenberg. C'est la même écriture qu'on trouve dans cet antiphonaire manuscrit conservateur, un feuillet d'un antiphonaire manuscrit. Cette gothique-là, elle est caractérisée par le fait que toutes les lettres sont fabriquées avec le même module. Ici, vous avez Vivere. Le jambage du V, c'est le même jambage qui fait le I. Et c'est le même qui va faire les M. Ici, vous avez Dominum. C'est pas forcément l'écriture la plus lisible. Mais ça correspond bien à une certaine idée de l'harmonie qu'on se faisait au Moyen-Âge. Et c'est cette écriture-là qui va être reproduite dans les premiers imprimés. Vous avez d'autres types d'écriture gothique qui sont utilisés. Ça, c'est la gothique bâtarde, c'est la gothique française. Là aussi, vous avez des spécimens qui sont exposés dans l'exposition. La gothique bâtarde française, bourguignonne, c'est le caractère qu'on va utiliser pour tous les textes en langue française, au moins jusqu'aux années 1530. C'est une écriture qui vient directement des pratiques manuscrites. Vous avez un certain nombre d'éléments qui montrent que c'est bien une écriture cursive, les petites boucles sur les L, le fait que ça descende largement sous la ligne, le S long qui descend très, très bas sous la ligne, etc., etc. Il y a d'autres variantes, ça c'est la Fraktur qui est une écriture typiquement allemande. Je ne rentre pas dans les détails. Sur le plan de la mise en page, les incunales reprennent les pratiques médiévales. On va mettre des illustrations à côté du texte avec des mises en page qui souvent s'inspirent de cette démarche. On va le faire de même avec les pages de titre, qu'on ne va pas toujours imprimer avec des caractères. Ici, on a carrément gravé une planche de bois pour imiter la calligraphie. Le premier volume des expositions des Épîtres et Évangiles de Carême. Alors là, il va y avoir une faute à Carême, donc ils n'ont pas eu le choix que de couper la planche et de mettre des caractères typographiques pour corriger, parce que les graveurs ne sont pas forcément bien adaptés. Cum privilegio regis, ça aussi, donc avec le privilège du roi, ça aussi c'est gravé. La mise en page s'inspire largement de ce qu'on trouvait dans le manuscrit. Ce grand L là, très orné avec une tête de cigogne, un visage ici, c'est quelque chose qu'on a très très fréquemment dans les manuscrits bourguignons et français du XVe siècle, qu'on va retrouver dans les livres imprimés. Vous l'avez d'ailleurs ici, hein, on a un grand L avec une lettre, ce qu'on appelle une lettre cadelée, des petits entrelacs comme ça. Encore une page de titre gravée sur bois pour imiter la calligraphie. Et cette imitation de la typographie, du manuscrit peut aller très très loin. Ce livre-là, c'est un exemplaire d'un roman chevalerie, Tristan Chevalier de la Table Ronde, imprimé à Paris par Antoine Vérard, le plus grand imprimeur parisien de la fin du XVe siècle, qui a cette particularité d'être connu dès les années 1450 comme un grand vendeur, comme un grand libraire de manuscrits. Donc c'est quelqu'un qui est passé sans problème du manuscrit à l'imprimer en tant que marchand. Et il a commandité énormément d'éditions très prestigieuses, notamment ce Tristan Chevalier de la Table Ronde. Ici, on est sur un exemplaire qui est conservé à Château, qui a cette particularité d'être imprimé entièrement sur parchemin et pas sur papier. Donc le support même, c'est le support traditionnel, et d'avoir été assez copieusement enluminé par l'un des meilleurs ateliers parisiens de l'époque. Donc vous avez de la feuille d'or, vous avez tout ce qui va bien, des ornements, des grandes images. Et ça va très loin, c'est-à-dire qu'ils ont tellement aimé mettre des images que, aux endroits où il y avait des gravures, l'enlumineur ne s'est pas contenté de colorier la gravure, il a carrément entièrement recouverte. Et pour gagner plus de place, il a même recouvert les titres des chapitres. Et donc il y a un calligraphe qui a dû compléter ici à la main en marge de l'image. Mais ça, c'est pour vous montrer à quel point on peut aller loin dans cette volonté d'imiter le manuscrit. Là aussi, vous avez quelques exemplaires, quelques spécimens de livres de Moulin qui sont présentés dans l'exposition.
La mise en page s'inspire de celle des manuscrits, je l'ai dit. Ça, c'est par exemple des pratiques de mise en page typiquement médiévales. Voici un texte juridique, manuscrit. Un manuscrit qu'on appelle en glose. La glose, c'est un principe qui permet d'agglutiner, enfin, de mettre le commentaire autour du texte. Vous avez donc un texte principal qui est calligraphié avec, enfin, dans le plus grand corps, si vous voulez. Et autour, vous avez une première couche de commentaires. Comme ça n'a pas suffi à l'étudiant qui possédait ce livre, il a rajouté lui-même. Donc là, on voit que ce n'est pas un calligraphe qui a fait les notes en marge, mais vous avez une deuxième couche de commentaires qui a été rajoutée là. Et bien, ces pratiques-là, on les retrouve dans l'imprimé. Ça, c'est une Bible, par exemple. Bible anglose, imprimée en Allemagne en 1481, à Ulm, je crois. Vous avez le texte principal en grand corps au centre de la page. Vous avez des couches de commentaires interlinéaires ici, en petits caractères. Si on voit bien l'écran. Et puis tout autour, vous avez la glose qui vient englober. Et c'est un exemplaire d'Orient qui a été en plus assez luxueusement enluminé. Il y a, c'est un folio au moins grand comme la table. Et il y a 6 volumes, je crois. C'est un truc assez spectaculaire. Sur un de ces très très beaux papiers allemands, là, très épais, très blanc. Ça peut aller très loin à la glose. Hein. Voici une double page d'un coutumier latin. Vous avez Dieu, hein, et ça appelle quelques commentaires, ça dure 6 pages de commentaires pour 3 lettres. Ça, les humanistes vont beaucoup se plaindre. Rabelais, il parle de crotte autour du texte. Il dit que les textes du droit latin sont tout crottés de glose. Parce qu'effectivement, on comprend que si vous voulez lire juste le texte principal, c'est pas forcément le plus pratique. Autre héritage médiéval, les imprimeurs prennent l'habitude de terminer leur ouvrage sur ce qu'on appelle un colophon. Le colophon, c'est l'équivalent de notre achevé d'imprimer. Et ça vient directement des pratiques médiévales. Le copiste qui avait passé ces 3 dernières années à calligraphier patiemment une Bible, terminait en général son manuscrit en disant moi, Jean-Martin, bénédictin de Lorion, j'ai achevé cette Bible le 4 mai 1257. J'ai beaucoup aidé pour ce travail. Moi, j'ai mal au dos, j'ai mal aux yeux, ma main a tremblé, l'encre a gelé dans l'encrier, etc. Lecteur, prends soin de ce livre parce que je me suis donné beaucoup de peine et puis prie pour le salut de mon âme, s'il te plaît, et puis terminé comme ça. Donc, on a souvent ça dans les manuscrits médiévaux et les imprimeurs vont en fait faire pareil. Ils vont signer leur production non pas sur la page de titre au début, mais ça je vais revenir, mais dans le colophon. Vous avez ici par exemple le colophon de ce Nouveau Testament lyonnais là, en français, celui où il y avait des colonnes qui avaient un peu rétréci au lavage. Et donc à la fin, au dernier feuillet, on trouve ce colophon. Si fini l'Apocalypse et semblablement le Nouveau Testament vu et corrigé par vénérables personnes, frères Julien Machaut et Pierre Fargé, docteur en théologie de l'ordre des Augustins de Lyon-sur-le-Rhône, imprimé en la ville de Lyon par Bartholomé Bullier, citoyen du Dieu. Voilà, ça c'est la façon dont le producteur du livre le signe. C'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long, jusqu'au milieu du XVIe siècle, les imprimeurs vont continuer à garder cette habitude. Ici, si finit l'histoire des successeurs de Alexandre, extraite de Diogène sicilien, donc une édition de Diogène de Sicile, et un peu plus tard, peut-être une compilation, laquelle histoire a été imprimée par maître Jos Badius, imprimeur et libraire juré en l'Université de Paris, et achevé le 2e jour du mois de mai, l'an de grâce 1530, donc là en 1530 à Paris, on a encore un peu. Donc la tradition issue du manuscrit semble extrêmement forte, elle dure très longtemps après l'invention de l'imprimeur. Il va falloir du temps pour parvenir à inventer des modèles de livres qui soient complètement distincts de l'héritage médiéval. Pour sortir du modèle graphique médiéval, en fait, les imprimeurs vont devoir réformer la forme même des caractères typographiques. Les gothiques sont des écritures très noires. À tel point que les Anglais, d'ailleurs, pour parler du gothique, ils parlent de black letter. Or, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au tout début de cette intervention, les humanistes, les novateurs au XVIIe siècle, ils envisagent leur époque comme la fin des ténèbres médiévales. Leur propos, c'est d'amener la lumière. Et on se doute bien que cette esthétique de la lettre très grasse, très noire, ne leur convient pas forcément. Et si les humanistes vont se mettre à critiquer les caractères gothiques, c'est parce qu'ils ont en fait un autre modèle à leur opposer.
Avant même l'invention de l'imprimerie, la tradition manuscrite italienne s'était déjà en partie débarrassée de la calligraphie gothique. En fait, dès la fin du XIVe siècle, donc on est bien avant l'imprimerie, les premiers humanistes italiens s'étaient mis à rechercher des manuscrits anciens dans les bibliothèques monastiques. Vous savez, si on est sur cette première génération, là, Lepage, Nicoli, etc., les premiers humanistes italiens qui se mettent à être passionnés d'Antiquité, qui vont commencer à creuser dans les jardins pour trouver des statues, qui vont aller visiter les bibliothèques pour chercher des textes oubliés. Et dans cette frénésie-là, ils veulent absolument imiter en toute l'Antiquité. Ils connaissent bien ça. Il y en a plein d'Italie, la capitale romaine. L'écriture qu'on trouve sur tous les monuments latins. Ici, c'est la colonne Trajan, mais c'est l'un des éléments les plus aboutis. Mais ils connaissent très bien ça. En allant visiter les monastères pour chercher des textes antiques, ils tombent effectivement sur des manuscrits d'auteurs classiques inconnus. Des manuscrits qui ont l'air très vieux, qui sont copiés dans une écriture que les humanistes trouvent extrêmement lumineuse, très souple, très ronde. Et ils se disent, ah, on tient là l'écriture de Cicéron, l'écriture de Clémence, on a ici des spécimens de l'écriture romaine antique. Le problème, c'est que ce qu'ils prennent pour des manuscrits antiques sont en fait des manuscrits carolingiens. On n'est pas tout à fait sur la même chronologie. Et donc cette écriture, effectivement très souple, très ronde, très belle, qu'on appelle la minuscule caroline, ils vont se mettre à l'imiter en pensant qu'elle est antique. Ils vont créer une espèce de chimère calligraphique qui est un mélange de ça et de ça, un mélange de capitale épigraphique romaine et de minuscule caroline pour inventer la calligraphie qu'on appelle humanistique, qui mélange les deux. En fait, ils avaient besoin d'être majuscules. Alors la minuscule caroline n'en a pas, par définition, puisque c'est une écriture minuscule. Donc, ils ont pris les capitales d'un côté, la minuscule de l'autre, et ils ont inventé l'écriture humanistique en produisant des manuscrits qui sont assez somptueux. Donc ça, c'est avant l'imprimerie, en Italie. Évidemment, je ne vais pas faire un cours sur l'histoire générale de la Renaissance, mais vous connaissez le poids et le prestige de l'humanisme dans toute l'Europe au XVIe siècle, et l'écriture humanistique va rapidement passer les frontières, rapidement passer les dates. On écrit en humanistique à Paris dès 1430. On a trouvé certains manuscrits dans des milieux particuliers, le Collège de Navarre, etc., copiés en écriture italienne dès 1430. Et ce modèle d'écriture, les lettrés italiens vont réussir à l'imposer dans la typographie. En 1465, à Subiaco, les premiers imprimeurs italiens, là, Svenheim et Panart, qui sont des Allemands mais venus en Italie, impriment avec un caractère qui ressemble à ça. Je crois que c'est celui-là, mais c'est celui-là. Qui est un caractère humanistique. On parle d'humanistique pour la calligraphie manuscrite, pour la typographie, on va parler de caractère romain, parce que ça a été transposé en typographie en 1465 à Rome. Cette typographie, elle va rapidement être perfectionnée. Ici, les caractères de Mendelin de Spire à Florence, à Venise, c'est beaucoup plus régulier. Elle va rapidement se diffuser. Ici, Paris, 1470. Alors même que le gothique est dominant dans toute la France, mais certains imprimeurs vont utiliser du romain pour certains types de textes parce que ça correspond bien à la connotation idéologique qu'ils veulent apporter à leurs travaux. Ici, l'un des plus beaux romans incunables, c'est celui de Nicolas Janson à Venise, qui est un modèle d'équilibre enfin, c'est magnifique. Si vous comparez au tout début, on est quand même très très loin de ce qui s'est fait 10 ans plus tôt. On est sur une chronologie 7 ans plus tôt. On est sur une chronologie de 7 ans, sur la perfection du caractère. Un nom qui compte beaucoup dans l'histoire du livre, c'est celui d'Almanus, que vous reconnaissez à cette marque. Vous voyez, ça c'est la marque qu'il devait apposer sur ses tonneaux et sur ses pages de livres. Et c'est aussi celle qu'il a mise sur les pages de titre de ses livres. Almanus, il a lui aussi fait graver un certain nombre de caractères romains. Et comme Almanus est l'un des imprimeurs les plus prestigieux, c'est un pré-humaniste lui-même, ces caractères vont largement être imités, notamment en France, et vont se diffuser comme ça. Je passe un peu vite sur cette histoire, mais on va trouver du romain même en Allemagne, où pourtant vous savez que le gothique est dominé jusqu'en 1940, puisqu'on imprime encore largement en gothique en Allemagne au début du XXe siècle. Mais au XVIe siècle,
sur les territoires germaniques, là on est en Allemagne au sens strict, sur les territoires germaniques, on imprime aussi, certains imprimeurs en tout cas utilisent aussi des caractères romains. Et tout ça va être perfectionné à Paris à partir de 1530, sous la férule d'un imprimeur important qui s'appelle Robert Estienne, qui fait par exemple graver en 1530 ce caractère-là. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça, vous en trouvez une reproduction de ce caractère dans l'exposition. C'est un caractère de grande corde, donc très gros, qui est utilisé pour les pages de titre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est la première fois qu'on a une page de titre imprimée avec un caractère minuscule. Enfin, qu'on dispose d'un caractère minuscule adapté pour des titres. Donc on gagne en lisibilité et commercialement c'est aussi intéressant. Robert Estienne va faire travailler toute une génération de graveurs qui sont très importants. Un nom comme celui de Claude Garamond vous dit peut-être quelque chose, vous avez encore aujourd'hui dans l'ordinateur de police qui s'appelle Garamond. Et à côté de Garamond, il y a un monsieur qui s'appelle Robert Grandjean qui est au moins aussi talentueux. Garamond il est célèbre pour ses romains, Grandjean va être célèbre pour ses italiques. Un troisième qui s'appelle Pierre Rodin. Tout ça, c'est vraiment une génération. Eux, ils sont tous actifs entre 1540 et 1550 à Paris. Après, certains partent à Lyon, d'autres meurent, etc. Mais on a une génération de graveurs qui ont gravé ce qui s'est fait de mieux en termes de romains dans toute l'Europe. Et leurs caractères vont être utilisés sans interruption jusqu'en 1800, en fait, jusqu'à ce que les éditos les remplacent, mais en tout cas tout au long de l'Ancien Régime, c'est vraiment cette typographie-là qui va dominer, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Ce caractère, c'est le prototype des polices les plus couramment employées aujourd'hui. Le Times New Roman, par exemple, est en fait un dérivé de Garamond. Le Garamond commercialisé par la firme Adobe, celle qui fait Adobe Acrobat Reader pour les PDF, c'est aussi, comme son nom l'indique, c'est un Garamond. C'est le caractère le plus utilisé aujourd'hui dans l'édition francophone de littérature. Beaucoup d'éditeurs aujourd'hui l'utilisent. Donc voilà, on est là sur une présence d'une histoire qui a vraiment marqué. Je reviens à mon propos. Avec des imprimeurs comme Almanus ou Robert Estienne, avec des graveurs de caractères comme Francesco Griffo, qui est c'est le graveur d'Almanus, celui qui a gravé les premiers italiens, ou des graveurs comme Claude Garamond, dans la première moitié du XVIe siècle, la forme des caractères typographiques va s'améliorer très largement. Et progressivement, les caractères romains et italiques, qui sont comme ça perfectionnés au fur et à mesure, vont évincer le gothique. Alors ça, c'est un caractère grec gravé par Garamond. Si vous avez fait du grec, ça m'étonnerait de l'utiliser. Ça imite l'écriture, ça imite en fait la calligraphie byzantine du XVe. Il a poussé beaucoup de ligatures et d'abréviations, mais c'est l'un des plus beaux caractères qu'on ait. Voilà ce qui se passe. En bleu, le gothique, les éditions, c'est les éditions en caractère gothique. En vert, les éditions qui ont à la fois du gothique et des caractères italiens. Et en rouge, c'est celles qui n'ont plus du tout de gothique, mais que du romain. Ça, c'est à Paris. On voit qu'au XVe, au début, plus de 50% de la production est exclusivement imprimée en caractère gothique. Que dans les années 1510, 1530, on a une transition qui se fait où on va avoir beaucoup plus de caractères, d'éditions qui mélangent le gothique avec du. En fait, on utilise des textes, souvent c'est des textes en romain, mais avec des titres en gothique parce qu'on n'a pas de romain en gros caractères. Donc on conserve le gothique pour les titres. Et à partir de 1530, c'est le moment où Robert Estienne intervient, le romain va progressivement se mettre à dominer. Et puis quand Garamond et ses copains sont là, c'est déjà plus de 90% de la production qui est en romain ou en italique. Et puis au milieu du XVIe siècle, c'est 98% de la production qui est en romain et en italique. Le gothique disparaît complètement des presses françaises à partir de 1550. Et ça, c'est un bouleversement qui est vraiment considérable. À une époque où pourtant on continue dans les pratiques d'écriture courantes à écrire en gothique. Si vous avez fait un peu travailler sur des archives du XVIe siècle, si certains d'entre vous sont généalogistes, l'écriture des notaires du XVIe siècle, l'écriture des registres paroissiaux, c'est du gothique. Alors même qu'en typographie, on en a complètement perdu. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, au milieu du XVIe siècle, que le lien entre la forme du livre et la manière dont les gens l'écrivent chez eux est complètement rompu. La mise en page va aussi se moderniser. Je vais essayer d'aller un peu vite pour ne pas manger trop sur le temps qui est réservé à la discussion. Je vous ai dit au début, les premiers imprimeurs signent leur production au colophon, c'est-à-dire à la fin du livre, l'achevé d'imprimer. Il ne leur vient pas forcément à l'esprit de mettre une page de titre.
Voici un colophon, si fini le 9e dernier livre des Actes des Apôtres, etc. Nouvellement imprimé à Paris pour Guillaume à la barre, roi et marchand de la ville de Bourges, etc. Un colophon. Parfois, ils mettent leur marque, la même marque qu'ils ont sur les balles de livres et sur les tonneaux, au colophon, de manière à. C'est un logo, c'est plus efficace commercial. On a ça à la fin du livre. Je ne rentre pas dans le détail, mais les livres, à l'origine, étaient souvent vendus. Bon, je ne commente pas le contenu des marques, souvent il y a des très mauvais jeux de mots. Ici, alors, la marque d'Almanus a illustre ça de Bible, Festina Lente, ça tout pas lentement. Donc l'encre pour la stabilité et le dauphin pour la vivacité. Martin Morin, vous voyez, imprimé à Rouen devant Saint-Lô par un magister Martinus Morin. Martin Morin, imprimeur de Rouen. Lui, il a une tête de mort pour signer sa production. Gallio Dupré, c'est du calembour à ricochet, c'est-à-dire que Gallio, c'est son prénom, donc il prend une galère comme emblème, et comme devise, vogue la galée, mais la galée, c'est un outil d'imprimeur. En plus, il fait des calembours à tout bas. Il faut savoir que les premiers imprimés n'ont pas, les manuscrits n'avaient pas de page de titre. Pour une raison très simple, c'est que le manuscrit, il était produit à la commande. Il était vendu avant d'être fabriqué. Donc vous n'aviez pas de problème, le copiste n'avait pas de problème pour vendre son livre. Et le propriétaire, il n'avait pas de problème pour savoir de quoi il s'agissait. Quand vous imprimez 500 ou 1000 exemplaires d'un même livre, il va falloir que vous songiez à le rendre identifiable très rapidement. Mais au début, c'est toujours les pratiques manuscrites qui dominent. Donc les premiers imprimés, la Bible de Gutenberg par exemple, ça commence juste avec un nom. Ici commence l'épître de Saint Jérôme, etc., etc. Ça, c'est la préface à la Genèse. Ça, c'est le début de la Bible de Gutenberg. Pas de page de titre. Pour pas que le livre s'abîme en étant stocké avant d'être relié, on laissait en blanc le premier feuillet. Très souvent, jusqu'aux années 1470, on a des premiers feuillets qui sont blancs. Sauf que ça rend pas le livre identifiable. Donc rapidement, les imprimeurs ont mis quelques mots. L'arbre des batailles. Et là, vous avez déjà une page de titre. En fait, ce feuillet qui est blanc, quasiment intégralement, il est juste là pour protéger le texte. Mais rapidement, on met quelques mots. L'arbre des batailles. Quitte à imprimer quelque chose sur cette page, autant y mettre du texte. Donc, rapidement aussi, dans les années 1480, on se retrouve avec des pages de titres très mal conçues, où on met des tartines de texte. Je vous défends de trouver le nom d'auteur et le titre du texte de manière. Au premier coup d'œil, ça ne sort pas, il faut prendre le temps de lire tout ça. En plus, on a de la place, donc on va mettre des petites citations dans tous les sens, des bouts d'ornement pour bloquer le texte. C'est pas forcément très beau, mais il faut imaginer que ça, quand même, ça ressortait sur les étals des livres. Progressivement, ça va se structurer. Ici, un premier effort. D'abord, on arrête d'en mettre dans tous les sens. On met une image qui est en fait la marque de l'auteur, Robert Gallien, c'est pas celle du livret. Et surtout, faire sortir le titre principal en gros, c'est quand même pratique. Les Chroniques de France. Bon, par contre, le nom d'auteur, il est perdu au milieu du paragraphe. Frère Robert Gallien, docteur en décret. Vous voyez qu'il y a même quelqu'un qui l'a souligné parce qu'il n'arrivait pas à le trouver. Donc, c'est pas forcément, c'est pas toujours très difficile. On va donc épurer le texte, on va arrêter de mettre des tartines. Là, on est plutôt dans les années 1520-1530. Les épîtres de Saint Jérôme. Opus Epistolarum Divi Hieronymi Tridomitis. Una cum scolis Desideri Erasmi Roteronami, donc c'est les épîtres de Saint Jérôme, avec les commentaires d'Erasme. On fait ressortir le nom d'éditeur parce qu'il n'est pas, c'est quelqu'un d'important, Erasme, donc on le met en majuscule. On n'en met pas beaucoup plus. La marque du livret, pour identifier tout de suite, et son adresse. Un élément très important, c'est l'adresse. À Paris, chez Charlotte, c'est une femme, Guillard, au Soleil d'Or, rue Saint-Jacques, l'an de grâce 1546. Et au milieu du XVIe siècle, à Paris, on a la page de titre moderne, au sens propre, c'est-à-dire juste ce qu'il faut, très peu de texte, les 4 premiers livres des autres de Pierre de Ronsard, Vendômois, dédiés au roi, ils ont pu s'en dispenser, mais ils l'ont mis. La marque et l'adresse. Auteur, titre, marque, adresse. On est resté sur ce schéma-là, qui a été en fait au milieu du XVIe siècle. J'en viens à ma conclusion. Le propos de tout cet exposé, c'est de montrer
que d'une part, la typographie a remporté un succès immédiat sur le plan commercial. Ça a véritablement tout changé pour ce qui est de la production du livre. Elle a bouleversé intégralement l'économie de la culture écrite dans toute l'Europe dans la seconde moitié du XVe siècle. Et ça a été... la Bible à 42 livres, c'est 1455, mais on a vu que dès 1462, il y a déjà... tout le monde connaît l'imprimé. Même s'il n'y a pas des ateliers d'imprimerie partout, le livre imprimé, lui, il a circulé très très vite. Mais le livre moderne, en tant qu'objet nouveau, lui n'apparaît pas immédiatement. Parce que pendant des décennies, le livre va conserver l'aspect d'un manuscrit. Il faut des décennies pour perfectionner les pratiques de mise en page. Il faut en fait presque un siècle pour voir s'imposer un modèle graphique nouveau, adapté aux spécificités, aux besoins de l'économie du livre, notamment cette question de la page de titre qui est un élément décisif pour vendre les ouvrages, et adapté aussi au nouveau goût des lecteurs qui change, et ça c'est là il faudrait faire toute l'histoire de la Renaissance, mais la substitution du gothique au romain, la substitution du romain au gothique, c'est vraiment fait aussi pour répondre à la demande d'un